et lui fit un geste familier entre les gens, le même geste qu'il avait fait lorsqu'il avait sauté dans l'abîme. Le chef était comme de l'eau bouillante éclaboussée, très effrayé et désorienté. Il ne pouvait pas comprendre comment il avait survécu et ce qui était arrivé à son visage. Chu décida néanmoins d'expliquer que tout était grâce aux plantes mystiques. Cependant, le chef ne comprendrait de toute façon rien. Le moment était venu de mettre fin à tout ça. Chu commença lentement à s'approcher du chef. Celui-ci, bien qu'étant un lâche, avait une tête sur les épaules. Il avait rapidement compris qu'il se trouvait devant un maître des arts martiaux. Pour lui, il n'était qu'un petit fétu de paille. En prenant conscience de sa situation, le chauve s'effondra à genoux, comprenant toute la futilité de la bataille, et supplia Chu de lui épargner la vie. Cette situation sembla amusante à Chu. Le chauve avait-il enfin compris sa place? Le chef commença à promettre monts et merveilles à Chu, richesses, femmes, tout ce qu'il pouvait désirer, pourvu qu'il lui laisse la vie sauve. Une voix froide de Chu le coupa net, exigeant qu'il se taise. Le chauve avait-il épargné quiconque le suppliait? Non. Il pillait des gens ordinaires, kidnappait des enfants et des femmes, les torturait. Y avait-il quelque chose qui aurait pu arrêter son mal? Pour cela, il n'y avait pas de pardon. Le chauve restait à genoux, comprenant la situation dans laquelle il se trouvait. Il ne survivrait pas. Pas de pitié, et il ne pouvait rien y faire, tout comme ses victimes jusqu'à présent. Levant son épée en l'air, Chu prononça le jugement au nom des cieux pour tous les méfaits du chauve. Il ne lui restait plus qu'à l'accepter avec honneur. Bien que, d'où viendrait l'honneur pour quelqu'un comme lui? Le chef n'eut que le temps de pousser un dernier cri avant que sa tête ne se sépare de son corps. La vengeance était accomplie. La justice rétablie. Chu était un peu désolé que l'homme qui avait causé tant de mal s'en tire si facilement. Mais à ce moment-là, Wang s'approcha. Il ne reconnut clairement pas Chu. En s'approchant, il demanda si tout allait bien. Wang avait l'impression que le jeune guerrier devant lui était très en colère contre le chef de ce groupe de bandits. Si jeune et si impitoyable, dit Wang. Chu était sur le point de saluer Wang, mais celui-ci l'interrompit à mi-mot. Sans laisser Chu dire que c'était lui, Wang commença à poser des questions. Wang cherchait un jeune seigneur à peu près du même âge que le inconnu guerrier devant lui, plein de fougue et d'entêtement, arrogant, sans aucune éducation. Le sourire de Chu s'effaça de son visage à chaque mot. Chu commençait déjà à réfléchir à l'endroit où il pourrait enterrer cet effronté, tandis que Wang continuait à parler, disant qu'il mangeait comme un bœuf et qu'il était une brute. Mais quand Wang réalisa avec qui il parlait, il changea brusquement de direction dans la conversation. Disant que Chu était devenu le modèle de beauté et qu'il l'avait reconnu dès le début, la colère de Chu bouillonnait de plus en plus. Les mots de Wang ne rendèrent pas les choses meilleures, loin de là. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Sérieusement, Wang parlait ainsi de lui à la première personne qu'il rencontrait. Mais leur dialogue fut interrompu par des guerriers qui s'approchaient justement. Ils louaient les capacités de Chu, bien que son style fût un peu rudimentaire. Cela ne valait pas la peine de le blâmer pour cela. Wang décida finalement de s'occuper de ce pourquoi il était venu ici, et il avait même emmené le chef de la garde céleste avec lui. Le père de Chu s'inquiétait pour lui et voulait qu'il rentre. Wang était dans une situation difficile à cause de la personnalité du chef. Ce n'était pas le bon moment. Chu n'avait pas encore eu l'occasion de tuer le serviteur des démons. Mais il semblait que Wang n'avait pas l'intention de partir sans lui, décidant de se remémorer les temps où il était inspecteur et attrapait les criminels. Wang s'avança lentement vers Chu avec une corde. Chu réduisit la distance en sentant un danger. Il prévint immédiatement Wang qu'il ne se retiendrait pas en cas de besoin. Wang souriait d'un sourire éclatant, un sourire qui glaçait Chu d'effroi. Il n'avait pas envie de se mêler à quelqu'un qui avait un tel sourire. Comprenant rapidement ce qui se tramait, Chu se mit à courir. Cela ne lui convenait pas du tout. Ces affaires ici n'étaient pas encore terminées, mais Wang était déjà prêt à capturer sa cible. En déroulant la corde, Wang la lança en direction de Chu en fuite. Il n'avait pas mangé son pain pour rien quand il était inspecteur. La corde sembla magiquement s'enrouler autour de la jambe de Chu en fuite, l'empêchant d'aller plus loin. Cependant, Chu n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Wang décida de rappeler à Chu qu'il avait été inspecteur pour les services de renseignement centraux par le passé et qu'on n'engageait pas n'importe qui là-bas. Wang tira brusquement sur la corde enroulée autour de la jambe de Chu, espérant le faire trébucher et ensuite le tirer comme un poisson à la pêche. Mais la défaite n'était pas au programme de Chu aujourd'hui. Chu n'avait même pas l'intention de résister. Au contraire, il accéléra en direction de Wang, cherchant à utiliser l'inertie pour renforcer son coup. Après tout, il avait prévenu qu'il ne se retiendrait pas. Son poing rencontra la paume ouverte de Wang, qui bloqua efficacement le coup. Les guerriers qui étaient revenus avec Wang étaient étonnés qu'un jeune maître ait atteint de tels sommets, au point de pouvoir se battre au même niveau que l'homme qui avait autrefois été surnommé le pourfendeur. En réalité, Chu surpassait même Wang en délivrant une quantité incroyable de coups.
Il progressait graduellement à travers sa défense, rapprochant Huang de la défaite à chaque frappe. Soudainement, au lieu d'un autre coup, Chu fit un mouvement rapide, se rapprochant de Huang à bout portant. Un coup rapide de Chu dans le torse de Huang le fit perdre l'équilibre et faillit le faire tomber au sol. Chu pensait déjà à capitaliser sur son succès, mais on ne lui en laissa pas l'occasion. Chu sentit quelqu'un s'approcher par derrière. En se détachant de Huang, il se prépara à attaquer le nouvel adversaire. Mais au lieu d'attaquer, il dut se mettre en position défensive. Après tout, il ne s'agissait pas de bandits médiocres, mais de guerriers entraînés, d'autant plus qu'ils étaient plus nombreux. Il serait difficile pour Chu de remporter ce combat. Un des soldats lança un éclat de bois vers lui, un fragment restant des dégâts causés au camp des bandits. Le guerrier prétendit qu'il était désolé, mais c'était simplement un ordre, bien que son visage ne trahissait pas cette intention. Chu évalua la situation. D'un côté, Huang, de l'autre, 3 guerriers qui étaient revenus avec lui. Une situation difficile pour lui, mais Chu était prêt à aller jusqu'au bout. Cette configuration de force n'était clairement pas en faveur de Chu. Profitant d'un moment opportun, il décida de se débarrasser de la corde attachée à sa jambe, qui pourrait gêner lors des combats à venir. Huang prit position et se prépara à poursuivre le combat. Il était dévoué à sa mission et avait l'intention de ramener le jeune maître à la maison, d'une manière ou d'une autre. Une force spirituelle commença à se concentrer autour de lui. Après avoir réglé la question de la corde, Chu se prépara également à un combat sérieux et complexe en concentrant son énergie autour de lui. Il était prêt à se lancer dans l'attaque à tout moment. L'un des guerriers qui avait précédemment lancé un bâton vers Chu commença également à concentrer son énergie, se préparant à frapper et à neutraliser Chu à son tour. Néanmoins, personne ici n'avait l'intention de tuer qui que ce soit. Chu était pris au piège, entouré de guerriers puissants. Cependant, il n'avait pas encore pleinement récupéré ses capacités pour faire face à eux sans difficulté. Soudain, la tension du combat fut interrompue par un vieil homme guide qui se tenait aux côtés d'un homme inconnu et s'approchait de Chu. Les regards de tous présents se croisèrent sur le nouvel arrivant. En arrivant près de Chu, le vieil homme s'inclina profondément devant lui, témoignant ainsi de son respect et de sa gratitude. Il était profondément préoccupé par cette question, et ne se le pardonnerait pas s'il n'avait pas agi ainsi. Chu était gêné, car il n'avait rien fait d'exceptionnel. Cependant, l'homme qui s'avéra être le fils du vieil homme se dépêcha de le rassurer en disant que sauver des vies n'était pas une petite chose. Si ce n'était pas grâce à Chu, le vieil homme aurait vraiment péri. Sa gratitude envers Chu était sincère. Il était tellement ému qu'il ne pouvait trouver les mots appropriés pour répondre. Le vieil homme expliqua qu'il avait vraiment voulu le remercier. C'est pourquoi, prenant son courage à 2 mains, il avait suivi le groupe céleste. D'autant plus que tous ceux que Chu avait sauvés de la captivité lui étaient également reconnaissants. Ils avaient finalement réussi à s'échapper avec succès. De plus, en détruisant la bande des 9 dragons, Chu avait sauvé des centaines de vies, pas seulement celles des otages, mais aussi celles de leurs familles et de ceux qui auraient pu devenir victimes des bandits à l'avenir. Ayant dit tout ce qu'il voulait, le vieil homme prit congé et s'en alla avec son fils. Pendant que Chu était perdu dans ses pensées, en réfléchissant qu'il avait sans doute utilisé trop d'énergie spirituelle, il ne remarqua pas comment une corde était jetée sur lui et commençait à l'enserrer. Un chariot tiré par des chevaux et 5 cavaliers circulaient sur la route, revenant d'une mission réussie pour retrouver le jeune maître. Ligoté à l'intérieur du chariot, Chu essayait de crier à Huang. Il tenait entre ses mains la paix et la tranquillité de Murim. Comment Huang pouvait-il ne pas comprendre cela? Huang acquiesçait à tout ce qui était dit, comme s'il parlait à un enfant ou à quelqu'un atteint de démence. Mais il avait reçu l'ordre de ramener Chu à la maison. Et toutes les assurances sérieuses de Chu étaient tout simplement ignorées. Le plan de Chu s'effondra. Il avait prévu d'éviter Huang jusqu'à ce que le serviteur du chaos apparaisse. Mais le voilà tombé entre ses mains, s'éloignant de plus en plus de son objectif à chaque seconde. Huang ne faisait que jeter des regards condescendants à son jeune maître, lui conseillant de se reposer convenablement, tandis qu'il s'occupait de tout le reste. Huang tendit subtilement la main vers Chu, qui ne remarqua même pas la ruse, tandis que Huang toucha sa tête de sa paume, plongeant Chu dans un sommeil grâce à une technique spirituelle et l'interrompant en plein milieu de sa phrase. Continuant à marmonner quelque chose de confus, Chu commença à s'effondrer sur le dos, endormi par une technique spirituelle spéciale. Et maintenant, sa conscience quitta complètement Chu. L'un des guerriers accompagnateurs s'étonna que le jeune maître, au visage si juvénile, ait eu assez de force pour anéantir seul une bande de bandits de montagne. Huang demanda également de ne pas mentionner dans le rapport que Chu avait joué un rôle clé dans la victoire sur les 9 dragons. La renommée à Murim est difficile à obtenir, mais plus grande est la renommée, plus grands sont les problèmes pour celui qui a gagné en réputation. Huang chérissait réellement son jeune maître. Il ne voulait pas d'un tel destin pour lui. Malheureusement, il ne savait pas ce qui attendait réellement Chu dans le futur.
Convenant de dire que Jin avait réglé le problème avec les bandits de montagne, c'était un faux nom que Chu utilisait dans son voyage, de sorte que l'attention du public ne serait pas portée sur lui. Chu n'entendait pas toute cette conversation. Il se trouvait dans le royaume du sommeil, allongé dans un chariot qui se balançait régulièrement et le ramenait chez lui. Pendant ce temps, dans la grotte derrière la cascade où Chu avait trouvé le ginseng, se trouvaient plusieurs personnes. Ils étaient en retard et n'avaient trouvé que le trou dans le sol où la plante avait été récemment. Le serviteur du chaos s'agenouilla en regardant la terre retourner. Ses compagnons étaient inquiets de ce comportement de leur maître. Ils s'apprêtaient déjà à s'approcher de lui. Le serviteur interrompit la voix de leur maître. Le ginseng vierge destiné à leur jeune maître avait disparu. Une aura sombre commença à s'épaissir autour de l'homme aux cheveux blonds. L'homme fut submergé par une vague de colère, et l'aura sombre devint de plus en plus dense, perturbant les serviteurs par l'atmosphère de plus en plus lourde. Le silence régna dans la grotte. Comme un ami, l'homme aux cheveux blonds perdit tout contrôle de sa colère et commença à émaner, exerçant une pression sur les personnes rassemblées là-bas. Les serviteurs reculèrent d'un pas. Ils se mirent soudainement à suffoquer, se tenant la gorge, comme s'ils essayaient de libérer une prise invisible qui les étranglait comme dans un étau d'acier. L'un après l'autre, ils commencèrent à s'effondrer sur le sol. Avec un grand effort, l'un des serviteurs réussit à appeler le chef de leur organisation. À ce rythme-là, il allait les tuer. À chaque instant, la pression augmentait, rapprochant la mort de ses subordonnés. Mais soudain, le chef se calma. La pression disparut, et plus rien ne rappelait ce qui s'était passé ici quelques secondes auparavant. L'aura sombre se dissipa, redonnant à la grotte son apparence précédente. Les serviteurs purent respirer calmement à plein poumon. Maintenant que la pression avait disparu, le danger était écarté. Reprenant ses esprits, le chef appela l'un de ses disciples, qui répondit immédiatement à son appel. Se relevant lentement, le chef déclara l'évidence. Un voleur était passé ici. Le ginseng avait disparu. Il devait retourner au palais doré et aider son jeune maître. Les recherches du voleur inconnu furent confiées à son serviteur. Il devait le retrouver, récupérer le ginseng à tout prix, même s'il devait éventrer l'homme vivant, puis frapper tous ses proches, amis et amis de ses proches. Chu était assis dans le chariot, plongé dans la mélancolie. Il avait eu l'occasion de tuer le serviteur du chaos, juste là où poussait le ginseng. Mais maintenant cette opportunité était manquée. Il aurait pu mener le reste de sa vie dans l'aisance et sans souci. Mais maudit Huang avait tout gâché. Maintenant il devait souffrir pour atteindre son objectif. Huang informa Chu qu'ils étaient presque arrivés, et il avait également reçu une lettre de son père qui ne pouvait plus attendre et l'avait devancé en mourant. Toutes les plaintes de Chu, Huang les ignorait simplement. En fin de compte, l'opportunité avait été manquée et il ne valait pas la peine de s'inquiéter pour rien. Revenir en arrière n'avait plus de sens. Au moins, le plan de Chu avait fonctionné à moitié. Il avait réussi à obtenir le ginseng sous leur nez. Ils approchaient de la capitale de la préfecture, la ville de Hefei. Le long voyage en chariot touchait à sa fin. Depuis l'arrivée du chaos, Chu n'avait vu que des salles d'entraînement. Alors ce genre de ville était nouveau pour lui. C'était une grande ville avec un canal d'eau traversant toute la ville en son centre. La ville était belle et bien entretenue. C'était quelque chose que Chu voyait pour la première fois. Les rues paisibles où les gens faisaient tranquillement du commerce, marchant d'étal en étal pour acheter des choses qui leur plaisaient. Les acteurs de rue donnaient des spectacles pour tous ceux qui le souhaitaient. Arrivé enfin à destination, Wang décida de délier Chu à condition qu'il ne tente pas de s'enfuir. Le corps de Chu était engourdi. On aurait dit qu'il était sur le point de mourir dans cette étroite charrette. Chu se tenait devant les portes impériales, examinant l'architecture. Tout cela correspondait clairement au niveau de confiance de la famille Namgung. Alors qu'il se préparait à passer les portes, Chu fut arrêté par un gardien qui lui barra le chemin avec une épée. Une situation familière pour Chu. Mais cette fois, dans la cour intérieure, le père de Chu apparut et donna l'ordre de laisser entrer les arrivants. En voyant son père, un sourire se dessina sur le visage de Chu. Quel homme aimant, toutes ses préoccupations pour son fils étaient visibles sur son visage. Chu décida qu'au moins cette fois, il jouerait le rôle du fils exemplaire. Les bras grands ouverts, il s'apprêtait à étreindre son père, mais ce dernier, le visage rouge de colère, passa près de lui en direction de Wang. Se jetant sur Wang, il commença à le questionner sur où il avait emmené Chu. Dans sa lettre, il avait indiqué qu'ils partaient ensemble. Comment Wang avait-il osé le tromper ainsi? La colère du père de Chu ne diminuait en rien. Mais Wang réussit tout de même à articuler quelques mots en désignant Chu du doigt. En se retournant vers Chu, son père ne le reconnut pas, et continua de secouer Wang par le col en demandant comment il osait se moquer de lui. Après tout, ce voleur mince et séduisant ne pouvait pas être son fils. Chu décida d'intervenir pour rétablir la situation, en s'adressant à son père et en affirmant leur lien de parenté. Wang disait pourtant la vérité. Il regardait Chu avec de grands yeux écarquillés, ne pouvant pas croire que c'était son fils.
Après avoir secoué Wang de tout son cœur, il finit tout de même par le lâcher. Chu lui souriait amicalement, et son père ne pouvait toujours pas croire que l'homme devant lui était son fils. Est-ce réellement son fils? En s'approchant davantage, tout ce que put dire le père de Chu, c'était de demander pourquoi. Ah, ces gens. Son fils était revenu de son voyage, et il commençait déjà à se plaindre.